Après votre grand soir 3. Le Tour de Bretagne, une course à suivre en continu sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, mais également chaque soir à 19h dans notre édition régionale. Le 30 avril à 15h05 et le 1er mai à 14h05, vivez les 2 dernières étapes en streaming sur notre site et en direct sur notre antenne. C'est après le tabac et l'alcool la 3e cause de mortalité dans notre pays. La pollution de l'air extérieur mais aussi intérieur serait chaque année responsable de 48 000 décès prématurés en France, dont 2 000 en Bretagne. Et elle aurait un impact notable sur notre espérance de vie. Dans le monde, 7 millions de décès seraient imputables à la pollution de l'air. Transport, chauffage, industrie, agriculture, nous émettons trop d'oxyde d'azote ou de particules fines responsables aujourd'hui de nombreux problèmes de santé. Et en Bretagne, respire-t-on mieux qu'ailleurs ou pas? Quelles solutions faut-il mettre en place pour lutter efficacement contre ce mal sournois qui est devenu aujourd'hui un véritable enjeu de société? La qualité de l'air, c'est le thème de l'heure du débat ce dimanche. Bienvenue dans HD. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le docteur Isabella Ansi-Maezano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, unité épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires. Frédéric Vénien, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien président d'Airbres, l'association chargée de mesurer la qualité de l'air en Bretagne, association qui fait partie de la Fédération des associations de surveillance de la qualité de l'air, le fameux réseau ATMO. Je précise que vous avez présidé cette association pendant une vingtaine d'années. Gérard Borvour, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant écologiste dans le Finistère et vous avez publié l'an passé « Respirais-tu ? Agir contre la pollution de l'air ». Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons aussi Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, pour parler plus spécifiquement de la pollution des transports. Loïc Schwartz est aussi avec nous. Bonjour Loïc. Bonjour. Pas du tout asphyxié par la thématique de l'émission, Non, pas encore. toujours très inspiré avec un premier dessin, une maman et son fils. « Maman, c'est dangereux l'air qu'on respire », demande le petit garçon. « Chut, c'est encore pire quand on ouvre la bouche », lui répond sa mère. C'est vrai qu'il est difficile toutefois de faire autrement. Alors on parle bien souvent de la pollution de l'air qu'au moment de ces fameux pics de pollution qui, 4 ou 5 fois dans l'année, viennent nous rappeler que les 15 000 litres d'air que nous respirons chaque jour sont loin d'être aussi purs qu'on pourrait l'espérer. D'ailleurs, la pollution atmosphérique est aujourd'hui en Europe considérée comme le premier risque sanitaire d'origine environnementale. La Bretagne n'est peut-être pas la région où l'on respire le plus mal, mais elle est comme les autres soumise à l'activité humaine et aux caprices de la météo. Alors à Rennes, pour sensibiliser les habitants à la qualité de l'air, une quinzaine de personnes, des ambassadeurs, participent à une initiative citoyenne. À pied ou à vélo, ils évaluent la qualité de l'air dans la ville. Une rencontre signée Sylvain Saliou et Christophe Rousseau. Nez au vent et capteur dans le dos, Morgane fait partie des 16 ambassadeurs de Rennes. Il mesure le taux de particules fines en temps réel, ces particules qui s'installent dans les poumons. Alors vous avez mesuré aujourd'hui? Tout à fait. Dites-moi. Alors aujourd'hui, on est autour d'une vingtaine de microgrammes de particules par mètre cube. Voilà. Ce jour-là, la qualité de l'air est moyenne. Pierrick, un autre collecteur de particules fines, relève des taux proches de ceux de Morgane. Donc là, si je vois bien, c'est du 18 microgrammes par mètre cube. C'est l'indicateur qui est ici. Et alors, qu'est-ce que vous en dites? Donc 18, c'est jaune, donc jaune, c'est moyen. Toutes ces données sont collectées via une application mobile. On peut suivre en temps réel l'évolution de la pollution enregistrée ici par Pierrick, par exemple. On voit précisément la valeur des particules fines qu'il a rencontrées sur son parcours. Donc là, on a des valeurs autour de 20 microgrammes, ce qui n'est pas négligeable non plus. Les valeurs recommandées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont plus basses. Mais on est en milieu urbain, donc ce n'est pas étonnant d'avoir des valeurs un peu plus élevées. La pollution peut varier sur un même parcours, à cause d'un camion à l'arrêt à un feu ou d'une sortie de chauffage. Elle varie aussi selon la météo. Il y en a moins quand il pleut. Grâce aux données récoltées, Morgane espère toucher le maximum de personnes. C'était aussi l'occasion de sensibiliser mon entourage. Alors quand je dis entourage, c'est l'entourage géographique proche, en parlant des gens du quartier, des habitants du quartier, des voisins même. Parfois je suis sollicité par certains voisins pour savoir si on peut sortir aujourd'hui ou pas, comment est la qualité de l'air.
L'expérimentation doit durer 2 ans. Elle pourrait s'étendre à d'autres quartiers rennais, avec pour objectif la constitution d'une armée d'ambassadeurs. Alors, Frédéric Vénien, je le disais, Airbraise existe depuis une trentaine d'années. Elle est chargée de surveiller la qualité de l'air en Bretagne. Est-ce que ces ambassadeurs, finalement, ils ont un véritable rôle? Ils sont importants? Ou c'est plutôt une opération un petit peu de communication pour dire qu'on fait quelque chose? Non, je pense que c'est intéressant parce que ça permet de sensibiliser les citoyens à cette problématique, alors que les Bretons ne l'étaient pas, voilà 5 à 10 ans. Par contre, il faut dire que les mesures sont uniquement indicatives. Pour avoir des mesures précises, il faut du matériel autrement développé, autrement coûteux, mais c'est quand même très intéressant. Alors, si on va justement sur le site d'Airbraise chaque jour, eh bien, on peut voir quelle est la qualité de l'air qu'on respire. Exemple, cette semaine, on a pris vendredi, eh bien, l'air était plutôt moyen, on va dire à Rennes, Brest ou Lorient, avec un indice de 5 sur 10, moyen aussi à Saint-Brieuc, 6 sur 10. Comment on l'explique cet indice, en fait? Alors, c'est attaché en partie à la météo, bien sûr. Nous sommes en période anticyclonique, avec un vent d'est établi régulier, où il fait relativement beau, et le matin, il fait froid. Ce matin, vous avez remarqué, les matins précédents, on a même eu de la gelée. Ce qui veut dire qu'il y a du chauffage. Donc l'ensemble des émetteurs, et en l'occurrence, ce sont surtout des particules, les véhicules automobiles, le chauffage, eh bien, fonctionne. Et puis l'air s'est chargé en parcourant l'est de la France, l'est de l'Europe, avant de nous arriver. Donc voilà, dans ces conditions-là, et c'est plutôt le nord de la Bretagne qui est souvent concerné. Alors que c'est vrai, 5, on est loin des pics de pollution qu'on a connus cet hiver. En décembre et janvier, le niveau d'alerte a été dépassé pendant plusieurs jours. Exemple, on va le voir sur ces cartes. Des 23, 24 et 25 janvier, alerte rouge sur le nord de la France. La Bretagne n'a pas été épargnée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ces seuils d'alerte? Alors, le seuil d'alerte, c'est quand on dépasse les 50 mg ou 80 mg par mètre cube, il y a 2 seuils. Et à ce moment-là, il faut faire attention à des problèmes sanitaires. Je pense que vous serez plus en mesure que moi d'en parler. Mais les personnes qui ont des difficultés respiratoires le ressentent très bien. C'est ce qu'on appelle des pollutions particules fines. Alors là, ce sont les particules fines et ce sont des pics de pollution. Le plus grave, c'est la pollution chronique qui est à des valeurs plus faibles, mais qui nous impacte en permanence. Alors, on va en parler. Ceci dit, on se dit qu'au bord de la mer, l'air est peut-être meilleur. Gérard Borvon, est-ce que dans le Finistère, c'est le cas ou pas? Non, je ne crois pas. Il y a eu toute une période où le slogan en breton, c'était la Bretagne tonique. On nous disait même qu'il suffisait d'aller respirer un bon coup le iode sur le Nord Finistère pour être immédiatement en bonne santé. Et c'est vrai que les Bretons sont restés sur cette image. Or, ce n'est pas du tout le cas. On se rend compte que la région est largement aussi polluée que les autres régions, même parfois plus. À Brest, on comptabilise généralement 3 à 4 pics de pollution par an. En mars 2014, le record d'ailleurs du taux de particules fines par mètre cube a même été battu, 96 microgrammes par mètre cube. C'est beaucoup, ce chiffre, rapidement? Oui. C'est beaucoup. C'est voilà, beaucoup. donc effectivement, on n'est pas épargné dans le Finistère. Docteur Annecy Maezano, la particularité de ces particules fines, c'est justement qu'elles sont fines, voire même très fines. Et quel est leur impact sur notre corps? En fait, il y a 3 voies de pénétration de ces particules dans le corps. On les inhale par la bouche, par le nez, et elles vont dans les voies aériennes, et même très très loin. On peut avoir une voie par la peau, parce que la peau respire aussi. Et puis finalement, des données très récentes nous disent qu'on les ingère aussi. Donc voilà, tout ça, ça veut dire que tout l'organisme est touché par ces particules. Alors l'hiver, il y a les particules fines, pas seulement d'ailleurs, on le verra, mais l'été, autre saison, autre cause, là c'est plutôt l'ozone, c'est ça? C'est plutôt l'ozone. Alors toujours dans les mêmes conditions météorologiques, en période anticyclonique, c'est une période de beau temps. L'été, à ce moment-là, c'est une période de fort ensoleillement et donc de chaleur, mais c'est surtout le soleil qui nous importe en l'occurrence. Le cocktail de pollution que nous émettons, où on a parlé des oxydes d'azote, des hydrocarbures qui restent imbrûlés, etc., avec le rayonnement solaire, qui est fortement énergétique, donne une substance qu'on appelle l'ozone, et beaucoup d'autres substances polyoxygénées. Et dans ces conditions, on a un réacteur chimique, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'air qui est balayé, et la montée de l'ozone se fait importante. Elle touche, en ce qui nous concerne, plutôt le sud de la Bretagne, où vous avez un ensoleillement un peu plus fort,
et souvent beaucoup de monde l'été avec les estivants. Et nous avons expérimenté d'ailleurs avec les autres associations sur toute la côte atlantique, et on avait trouvé les taux les plus forts à Belle-Île, à cause des phénomènes vent de mer et vent de terre. Alors c'est vrai qu'on disait particules fines, ozone, ça fait partie de ces polluants que l'on respire aussi au quotidien, cette fameuse pollution chronique. Très concrètement, en Bretagne, qu'est-ce qu'on trouve dans l'air qu'on respire? Je crois qu'à Herbraises, vous mesurez 6 polluants, c'est pas beaucoup. Alors ce sont les polluants réglementaires pour lesquels la France doit rendre des informations à l'Europe et pour lesquels il y a des normes précises. Vous avez le monoxyde de carbone, vous avez les oxydes d'azote parce que c'est compliqué la chaîne, vous avez les particules, alors particules fines ou plus fines, vous avez l'ozone. Et puis il y a un certain nombre d'autres substances que l'on mesure soit ponctuellement, soit à l'occasion d'études. Je pense par exemple le benzène, par exemple les métaux lourds, par exemple l'ammoniac. En Bretagne, on est concerné par ça, ou l'hydrogène sulfuré. Vous avez combien de sites, en gros? Alors nous avons 16 sites où nous faisons des mesures, et ça représente 45 à 47 capteurs qui fonctionnent en continu. Gérard Banvon, pour vous, c'est pas suffisant, je crois, ce nombre de capteurs. Il y a un manque de moyens, là. En tant que citoyen, quand je vais sur le site de Herbraises, c'est pas 16 sites que je vois, mais 8. Donc pour me renseigner, je n'ai que ces sites-là. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais je n'ai que ceux-là. Et en plus, quand je les regarde de près, je vois qu'ils sont répartis de façon non uniforme. Alors autour de Rennes, il y en a pas mal. Le sud de la Bretagne aussi, ça va. Mais le centre-Bretagne, c'est le désert complet. Il n'y a pas un site de mesure. Donc les gens qui habitent du côté de Carhaix, par exemple, ils peuvent pas les pointer sur le site de Herbraises pour voir le taux de pollution à Carhaix. Et en général, il y en a très peu en zone rurale, pour toute la France métropolitaine. Oui, alors justement, on va le voir, parce que Herbraises a établi une sorte de carte des zones sensibles à la pollution en Bretagne, pollution aux particules fines. On y trouve 7 zones regroupant 1 million d'habitants, 35% de la population bretonne. Cela représente 96 communes, et c'est vrai que c'est essentiellement autour des grandes villes de la région. On devrait le voir sur cette carte. Et pourtant, vous le disiez, la pollution, elle est partout. Vous donniez l'exemple, par exemple, de l'Andivisio, chez vous, là-bas. Oui. C'est une expérience personnelle. À l'Andivisio, un projet de construction d'une centrale à gaz électrique de 450 MW, c'est un gros truc, a été projeté il y a 4-5 ans. Une enquête publique a été faite, et dans le cadre de l'enquête publique, la mesure de la qualité de l'air. Et là, étonnement, les gens de l'Andivisio, fortement opposés d'ailleurs à ce projet, se sont rendus compte que le taux de pollution, en particulier particules fines, etc., est équivalent à celui qu'on mesure à Brest ou qu'on mesure à Saint-Brieuc ou à Rennes. Alors ça n'a rien d'étonnant, c'est une commune qui se trouve au bord de la RN12, forte circulation, qui est traversée par un axe nord-sud, 20 000 véhicules jour sur la RN12, 3 000 sur l'axe nord-sud. C'est un lieu extrêmement pollué. Les gens, les Divisio, aimeraient bien avoir une station de mesure, justement, dans leur commune, à portée de la route, pour pouvoir savoir au jour le jour où ils en sont. Le message est lancé. C'est vrai que les transports, ça fait partie, bien sûr, des causes de pollution. Pas seulement, il y a les transports, l'agriculture, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi le chauffage ou l'industrie, par exemple. Ça, c'est vraiment des éléments importants. Même ici, en Bretagne, chauffage, industrie, c'est parmi les causes principales. Je vais dire une chose, revenir un tout petit peu en arrière. Par les moyens de modélisation maintenant et de calcul, avec la météo et les éléments historiques dont nous disposons, nous sommes capables de donner des éléments de pollution partout sur le territoire. Et nous avons fait le cadastre des émissions commune par commune. Donc chaque commune peut aller le chercher et chaque commune peut informer ses citoyens. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Rapidement. Rapidement. Quand il y a un pic de pollution, on voit dans les médias Rennes, pollution, limitation de la vitesse. On voit la même chose à Brest. Mais quand il y a le même pic à Landerneau, et il existe aussi, on le sait moins. On ne le sait pas. Les gens croient que ça ne les concerne pas. Et puis les prévisions sont courtes encore. On voudrait faire un petit peu mieux pour anticiper. Donc ça, on n'y arrive pas. Défaut d'information, il faut améliorer. Pour revenir aux causes, chauffage, industrie, ce sont encore, même en Bretagne, des points noirs, vraiment.
Alors, chauffage, forcément, Oui. et certains modes de chauffage plus que d'autres. Et je dirais que le mode de chauffage ancestral qu'utilisaient nos grands-parents, qui est le chauffage dans la cheminée ouverte, c'est un émetteur de pollution considérable. C'est sympathique d'avoir le feu dans sa cheminée, mais c'est émetteur considérablement. Bon, on a maintenant d'autres modes de chauffage, mais qui sont également émetteurs. L'industrie, ensuite. Nous n'avons pas en Bretagne de la grosse industrie. On a beaucoup de petites industries qui émettent chacune un peu. Par certains côtés, à Airbus, on s'en plaint parce que, en fonction de l'émission, on paye une taxe d'activité sur les activités polluantes qui alimente nos capacités budgétaires, si vous voulez. Il n'y a pas de grosse industrie. Mais il y a effectivement l'industrie qui contribue à la pollution, en particulier par d'autres composés, comme des composés organiques volatiles, par exemple. Madame ? Ce qu'il y a à dire est que selon la source, les particules sont différentes. Parce que les particules, ce sont des composés de plusieurs choses. Donc, par exemple, dans le métro parisien, il y a des métaux dans les particules parce qu'il y a les trains. Et à l'extérieur, on peut avoir du diesel. À côté, quand on brûle du bois, elles sont encore différentes. Et malheureusement, voilà, nous, on est en train d'étudier un petit peu les effets selon la composition des particules. Alors justement, on a voulu savoir si la pollution de l'air vous gênait. Et voilà ce que vous nous avez répondu via Internet. Jean-Jacques de Rennes, lui, eh bien, il est gêné quand il fait plus de 25 degrés et que le vent vient du sud ou de l'est. Pour Delphine de Rennes, c'est lorsqu'il y a de la brume et du brouillard. Ce sont surtout les épandages excessifs qui dérangent Hervé de Saint-Armel. Quant à Marlène de Lorient, c'est plutôt lorsqu'il y a beaucoup de véhicules motorisés. Comme vous le disiez, il y a beaucoup de causes à toutes ces pollutions. Néanmoins, tous ces polluants dans leur ensemble, quels impacts ont-ils sur notre santé ? Alors, ce sont des impacts en termes de santé respiratoire et cardiovasculaire, parce qu'on inhale et les particules toutes fines franchissent la barrière alvéolaire et on les retrouve dans le sang. Mais une fois qu'elles sont dans le sang, ils vont très loin. Et donc, les dernières données nous disent qu'on a un excès de diabète de type 2, l'alimentaire, quand on est exposé, on a des problèmes neurodégénératifs, Alzheimer, Parkinson, on a de l'arthrite rhumatoïde, on a malheureusement des cancers, aussi beaucoup de cancers du poumon, c'est assez intuitif, mais aussi des leucémies, et c'est moins évident. Oui, la pollution de l'air a été classée cancérigène par l'OMS en 2013. Par l'OMS et par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Et puis, très important, c'est qu'il y a un impact sur les naissances, sur le fœtus, sur le devenir des enfants. On a des enfants qui sont plus légers. Alors oui, justement, vous avez mené, vous, à l'INSERM, des recherches là-dessus avec d'autres labos européens sur des femmes enceintes et sur des bébés, donc des bébés plus petits, c'est ça en fait ? Oui, des bébés plus petits, tout comme dans le cas du tabagisme passif. Vous savez, quand les mamans fument pendant la grossesse, on a des enfants qui ont un poids plus léger, et on a trouvé la même perte de poids, disons, lorsque la mère a été exposée pendant la grossesse. Et ceci veut dire un risque accru de certaines pathologies dans la vie, disons, dans l'enfance. Il faut dire que dans les pays en voie de développement, comme le Mexique, ceci correspond à des morts-nés et des mortalités infantiles très importantes, car les niveaux de pollution sont bien sûr très importants. Effectivement, les enfants sont sensibles à la pollution. Selon l'OMS, d'ailleurs, dans le monde, 7 millions de personnes seraient victimes de la pollution de l'air, dont 570 000 enfants dans des pays, vous le disiez, le Mexique, mais aussi l'Inde, la Chine ou le Pakistan, par exemple. Toute cette pollution aussi, elle a un coût, et vous avez travaillé également là-dessus. Oui, on a calculé les coûts qu'on appelle tangibles, c'est-à-dire combien ça coûte aller chez le médecin, acheter des médicaments, faire tous les examens nécessaires dans le cas des pathologies respiratoires surtout, pour lesquelles il n'y a aucun doute que la pollution joue un rôle. Et on était arrivé à presque 2 milliards. Donc, ça, c'était pour 2012. La même année, il y avait un déficit de 5 milliards à la sécurité sociale. Donc, un coût très important. C'est même un coût beaucoup plus important si on en croit le Sénat, Monsieur Borvon. Un rapport du Sénat, alors qu'il y a eu
tous les coûts, le manque de journées de travail perdues, la productivité qui baisse et tout ça, ils arrivaient à 103 milliards par an. Donc c'est énorme. Les bâtiments, les voilà, plantes, là c'était vraiment tous tous les effets de la pollution sur l'économie et sur la société en général. Oui, 103 milliards et le chiffre n'a pas été contesté. Et d'ailleurs, tout est sous-estimé. Voilà, et le rapporteur d'ailleurs le disait sous le sceau du secret. Hein, en tous les cas, pas du secret, je veux dire. Ce coût, il englobe la pollution extérieure dont on vient de parler, mais aussi la pollution intérieure qu'on connaît parfois moins dans nos maisons, nos bureaux, dans les écoles de nos enfants, par exemple dans les transports. Une pollution qui peut être pire encore. Hein. On dit que l'air intérieur serait 8 fois plus pollué que l'air extérieur. On passe tout de même entre 70 et 80% de notre temps à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous empoisonne comme ça dans nos maisons, dans nos écoles ou dans nos bureaux ? Eh bien, on a toujours des particules. Hein. Il suffit qu'on fume à la maison pour avoir des particules, qu'on ouvre la fenêtre, qu'on fasse un feu, hein, et on a des particules, donc la combustion. Mais on a aussi ce qu'on appelle les composants organiques volatiles, c'est-à-dire, voilà, comme le benzène, le formaldéhyde, qui sont liés un petit peu au mode de vie moderne, on pourrait dire, avec les produits d'entretien, les produits qu'on utilise pour la construction, le mobilier. Et voilà, nous avions fait une enquête dans les écoles et on avait trouvé qu'un enfant sur 3, il était excessivement exposé d'après les valeurs qui sont préconisées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et en France, l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité environnementale. Alors, oui, justement, hein, vous aviez mené une étude, je crois, dans 108 écoles françaises. Il y a eu également des études à Rennes et à Brest, dans des crèches et des écoles. Monsieur Vénien, qu'est-ce que ça a donné ? En effet, des campagnes de mesure à la demande des villes de Brest et de Rennes. Dans un certain nombre d'écoles, on a trouvé des excès en formaldéhyde en particulier. Et d'ailleurs, souvent les villes y prêtent attention lorsqu'elles réaménagent leurs écoles ensuite. Mais c'est le mobilier, par exemple. Oui, tout à fait. C'est synthétique, c'est émetteur de nombreuses substances. C'est, par exemple, les feutres que vous utilisez pour faire des dessins. Ce qu'utilise Loïc, là, il est en train de nous en donner, voilà. Merci Loïc. Absolument. Et puis, dans les écoles, lorsque j'étais enfant, à la récréation, on ouvrait les fenêtres, on aérait. Maintenant, tout est fermé, vous ne pouvez plus ouvrir. Et il faut ouvrir, il faut aérer, et la c'est important. VMC, elle a souvent le nez bouché. On a trouvé dans certaines écoles, en effet, qu'il y avait des taux élevés. Analyse faite par les services, la VMC était bouchée, ça ne fonctionnait pas. Donc, si vous voulez, il y a des bonnes pratiques à avoir. Et souvent, les villes font attention maintenant à ce qu'elles utilisent comme matériaux les sols synthétiques, émetteurs, les peintures, etc. Donc, il faut faire très attention. Et les composants organiques volatiles sont des cancérigènes, certains. Donc, c'est pour ça que vraiment, il faut faire attention. À Brest, hein, même chose, donc des écoles également qui ont été contrôlées avec les mêmes résultats. Ben, on peut rappeler l'enquête de 60 millions de consommateurs qui vient de sortir. On va en parler. Va en parler. Simplement, on disait les bons gestes, effectivement, aérer, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut faire et puis l'éviction, quand on peut éviter d'avoir ces émissions. Et c'est vraiment possible, pas autant que... Et j'ai envie de dire qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des parties de la population, des groupes qui ne peuvent pas faire des choix. Par exemple, à Paris, ceux qui habitent côté périphérique, dans des bars, et qui sont exposés de façon permanente à la pollution. Il faut rappeler quand même, c'est important, vous le soulignez, on va en reparler tout à l'heure, dans toutes ces substances qui sont à l'intérieur de nos maisons, mais pas seulement, on retrouve ces fameux perturbateurs endocriniens dont on parle beaucoup en ce moment. Là aussi, quelles conséquences pour la santé ? Avec plusieurs conséquences. C'est, en fait, comme le mot l'indique, ils vont agir comme s'ils étaient des hormones, donc vont toucher tous les organes, ça va les organes de reproduction, mais aussi la thyroïde, pour vous dire. Donc, par ce biais, les pathologies associées sont neurodéveloppement de l'enfant, problèmes de reproduction. Et moi, je travaille sur l'asthme, beaucoup de données sur l'asthme et l'eczéma, qui est cette pathologie de la peau qui donne des boutons aux enfants. Alors, on va voir
un reportage à Grenoble. Une étude est menée en ce moment, non seulement pour connaître l'impact des perturbateurs endocriniens dans l'apparition de certaines maladies, mais aussi sur le développement de l'enfant. Regardez cet extrait, il est issu d'un reportage réalisé par nos confrères de France 2 il y a quelques jours. Définir clairement les liens de cause à effet entre un perturbateur endocrinien et une maladie, c'est l'objectif d'une vaste étude menée à Grenoble. Anne-Claire Marmillou et Maxime, son fils d'1 an, y participent. Lorsqu'elle sort de chez elle, elle fixe ce capteur près de son fils. Il faut que ça suive toujours mon enfant et que ce soit, si possible aussi, ni à terre, voilà, assez proche de sa zone de respiration. Bonjour. Le but, repérer à quels endroits son enfant est confronté à la pollution et aux perturbateurs. 2 fois par an, elle se rend à l'hôpital avec son fils pour faire toute une batterie de tests. On met un petit bracelet. Tour de poignet, tour de ventre ou encore prise de la tension. Et ouais. Près de 500 femmes volontaires sont suivies du premier trimestre de leur grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Une étude identique a été menée il y a 3 ans. Les résultats sont troublants. On a mis en évidence que les enfants qui avaient été exposés pendant la grossesse au niveau les plus élevés de triclosan, qui est un bactéricide utilisé dans les savons et les dentifrices, avaient un périmètre crânien dont la croissance était ralentie en fin de grossesse et à la naissance. Donc la question que ça pose, cette réduction du périmètre crânien en lien avec le triclosan, c'est celle d'un effet du triclosan sur le neurodéveloppement de l'enfant. Malgré cette démonstration et un consensus scientifique sur la dangerosité des perturbateurs, le principe de précaution n'est toujours pas appliqué. Très peu de produits ont été retirés du marché. L'industrie chimique reconnaît la nocivité de certaines substances, mais juge qu'il est très coûteux de les remplacer. Nous avons besoin de 10 années d'études qui amènent à faire des études sur l'efficacité, sur l'écotoxicité, sur la toxicité. Et un dossier pour une substance entraîne des coûts de l'ordre de 200 millions d'euros d'études pour une substance active phytopharmaceutique. À ce jour, aucune liste, aucune définition des perturbateurs n'est établie. La Commission européenne aurait dû le faire il y a 4 ans. Mais elle repousse sans cesse l'échéance, sous la pression de l'industrie chimique. Plusieurs études ont estimé le coût sanitaire des perturbateurs endocriniens. Rien qu'en Europe, il s'élèverait à 157 milliards d'euros par an. Alors je vous voyais réagir tous les 3 à ce reportage. Lorsqu'on dit que l'Europe n'arrive pas à réglementer, que c'est compliqué, j'imagine que ça vous fait un petit peu bondir parce qu'il y a urgence réellement. Il y a urgence réellement. Il y a aussi l'obésité. Les enfants sont en train de prendre du poids et on sait que ces phtalates, par exemple, perturbateurs endocriniens sont liés à ça. Oui, on a vu là Rémi Slama qui est dans son intervention. Il vient de lancer une pétition au niveau européen, chercheurs en particulier de l'INSERM et de chercheurs d'ailleurs de Bretagne. Oui. On pourrait peut-être parler aussi de l'étude Pélagie en Bretagne. On va en parler. Pour demander simplement qu'on définisse ce qu'est au niveau européen un perturbateur endocrinien. Ouais. Parce que le travail des lobbies en ce moment, c'est de freiner en disant il n'y a pas de définition. Ouais. Donc on ne peut pas faire la liste. Donc il y a sans arrêt un travail, en particulier des chercheurs, des médecins, pour dire il faut qu'on en sorte, quoi. Alors en tout cas, vous le disiez, 60 millions de consommateurs a publié cette semaine les résultats d'une étude menée sur 43 enfants. Elle révèle que sur tous, on a retrouvé entre 20 et 54 perturbateurs endocriniens, phtalates, bisphénol, métaux lourds et même des produits interdits comme le PCB. C'est vraiment inquiétant ça ? C'est vraiment inquiétant parce que surtout quand il y a des choses interdites qu'on trouve toujours, on se demande pourquoi, si on respecte pas la législation. Mais en tout cas, c'est vraiment, il faut une prise de conscience sur le fait que ces enfants vont avoir des problèmes et vont être diminués plus tard dans la vie. Alors, ces perturbateurs endocriniens, on les retrouve aussi dans les pesticides, les herbicides par exemple. Et en Bretagne notamment, l'agriculture est aussi une source importante de pollution de l'air. On va le voir à l'image. Elle serait responsable de 60% des émissions de particules fines par exemple. Ça veut dire que respirer l'air pur à la campagne, ça relève un peu de l'image d'Épinal, Frédéric Vénien ? Oui. Je crois que l'idée, vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qui venaient en Bretagne pour les vacances, profiter du bon air, on va en Bretagne prendre le bon air, c'est une idée fausse.
Bon, ce n'est pas catastrophique non plus. Il y a des zones beaucoup plus polluées que les nôtres dans notre pays. Vous prenez la zone rhodanienne, par exemple, vous prenez les vallées du côté de Grenoble, les régions du Nord, la région parisienne. Bon. Mais nous avons effectivement de la pollution. Et en ce qui concerne l'agriculture, elle est responsable de pas mal de choses, parce que naturellement, vous avez des émissions qui se font, mais en plus, les traitements contribuent. Lorsqu'on utilise des pesticides en quantité malheureusement trop importante, contribuent effectivement à donner ces substances fort peu sympathiques pour la santé. Nous effectuons, des campagnes de mesure sur les pesticides. Malheureusement que des campagnes, parce que ça coûte extrêmement cher. On fait des recherches sur plus de 120 molécules et on trouve régulièrement 7 molécules en concentration pas trop élevée, mais quand même trop. Et en particulier, on retrouve du lindane, molécule interdite depuis très longtemps, 30 ans, mais c'est une molécule extrêmement rémanente. Elle est dans l'environnement et il lui faut des centaines d'années pour se dégrader. Et c'est vrai d'ailleurs que dans l'enquête de 60 millions de consommateurs, on parle du lindane. Ils ont retrouvé aussi des particules de lindane chez ces enfants qui ont été testés. Outre les pesticides, il y a aussi l'ammoniac et le méthane, par exemple, que dégagent les animaux. Et ça, c'est Loïc qui va nous le rappeler avec un dessin. Un agriculteur qui dit « J'ai mis un pot catalytique à toutes mes vaches ». Bon, ça pourrait peut-être régler le problème, effectivement. Et vous savez que c'est expérimenté en Amérique du Sud. Oui. Ah, d'accord. Mais la récupération. Oui, la récupération dans l'étable. Oui. Écoutez, c'est une bonne idée. En tout cas, il y a quand même eu des initiatives. Il y a ce fameux plan Éco-Phyto, par exemple, lancé en 2008 par le gouvernement. Est-ce qu'il a été suivi des faits ou pas? Ou est-ce que c'est un échec, Gérard Bambon? Le constat, c'est que c'est un échec. Il a été prévu de diviser par 2 la consommation de pesticides, ce qu'on a augmenté pendant toute la période, c'est une augmentation. Donc voilà, et le premier rapport qui a été fait sur le plan Éco-Phyto, il a bien montré cet échec. Alors, il y a eu de nouvelles circulaires qui ont été pondues, mais on ne peut pas imaginer que ça aille beaucoup mieux. La consommation de pesticides n'arrête pas. Il y a pourtant des efforts quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience quand même. Oui, quand même. On voit quand même beaucoup de communes qui, dans l'utilisation de phyto, ont fait 0 phyto pour leurs espaces verts. Le fameux plan 0 phyto pour les communes. Ouais. Ça fonctionne effectivement. Dans l'agriculture, c'est lent. Il y a une conversion vers le bio, par exemple. Il y a une conversion pour une réduction un peu, loin de ce qu'il faudrait, mais un peu quand même. Je crois qu'on va dans le bon sens. On commence à prendre conscience. Il faudrait aller beaucoup plus vite, voilà. Mais on ne peut pas dire que tout est négatif. Isabella Ansi-Maezano, on sait aujourd'hui que les pesticides, les herbicides, les insecticides, ils ont des conséquences sur la santé. À Rennes, vos collègues de l'INSERM, justement, ont mené une étude pendant 4 ans sur 3500 femmes enceintes pour voir l'effet sur le fœtus d'un herbicide qui s'appelle l'atrazine. Qu'est-ce qu'ils ont constaté, en fait? Eh bien, tout d'abord, c'est vraiment une très, très belle étude, unique au monde. La fameuse étude Pélagie. Pélagie, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de mamans, chapeau, et beaucoup d'enfants. Et il y a pas mal de résultats en cours, mais le résultat dont vous parlez, c'est que, encore une fois, c'était des enfants qui étaient plus légers à la naissance, avec un poids à la naissance significativement plus petit. Un crâne plus petit aussi, je crois. Crâne, poids, disons, des enfants qui sont pas comme les autres. Alors l'atrazine a été interdite, du coup, depuis 2003. Elle est interdite dans l'UE. C'est pas le cas de tous les pesticides. On parle des glyphosates, par exemple, beaucoup en ce moment. Oui. Moi, je trouve cette étude, elle est formidable. Elle a montré vraiment le lien entre, et elle continue, entre les pesticides et ces problèmes de santé. Et elle a révélé que la contamination se faisait essentiellement par l'air, ce qui est important. Oui. Ce que j'ai noté, moi, que je ne regrette pas, parce que je sais que les choses se font en leur temps, mais c'est que l'étude aurait pu aussi porter sur le pesticide le plus utilisé aujourd'hui, qui est le glyphosate. Oui. Alors, quand on voit là la contamination générale par le glyphosate, là, il y a récemment encore des personnalités qui ont fait analyser leurs urines. Oui. On trouve en particulier Delphine Batteau, l'ancienne ministre de l'Environnement. On trouve dans ses urines des taux de glyphosate qui sont 24 fois plus élevés
que la norme, par exemple, pour l'eau potable. Or, elle se nourrit sans doute pas avec des légumes imbibés de glyphosate. Elle n'est pas à côté de champs où on les épand, ce qui veut dire c'est ubiquitaire. on les reçoit partout. Et ce que vous aviez dit sur les communes, c'est sûr, et souvent sous la pression des parents et associations de protection de l'environnement, les communes maintenant, même des panneaux, même avec des papillons et tout ça, pour dire, regardez, on a arrêté. Ça n'a pas été si facile que ça. Mais la pollution par les pesticides à l'intérieur des communes est équivalent à ce qu'on a 300 mètres plus loin. Je veux dire, il n'y a pas une frontière entre... moi j'habite à Landerneau, je sens régulièrement les épandages de lisier, et je sens aussi les épandages de pesticides. Non, mais parfois, on a les pesticides qui viennent d'Allemagne et de Russie. Hein, voilà, parce que la pollution, on n'a pas de frontières. Donc, je veux dire, je pense qu'effectivement, il y a des progrès. Récemment, il y avait Marc Dufumier qui faisait une conférence à l'ESNEVA et qui montrait les progrès de l'agriculture bio. Qui montrait que tout était prêt pour une reconversion de l'agriculture en Bretagne en particulier, qui sera au bénéfice de tout le monde. Des agriculteurs, d'abord, qui sont dans la crise. Maintenant, on voit les laitiers qui sont complètement coincés, au bénéfice des consommateurs, au bénéfice de l'environnement. Donc, ça peut aller vite, mais il faut le vouloir. Oui, l'Europe. À propos du glyphosate, il faut dire que l'Europe, malheureusement, n'a pas interdit, alors qu'aux États-Unis, c'est interdit. Donc, il faut... Alors, on pourrait faire toute une émission autour de ça, mais je voudrais quand même qu'on aborde une autre source de pollution importante, c'est les transports. D'ailleurs, lorsqu'on vous demande comment lutter efficacement contre la pollution de l'air, eh bien, vous allez voir que vos réponses sont toujours un petit peu les mêmes. Regardez, écoutez, c'est vous qui le dites. Comment améliorer la qualité de l'air ? Eh bien, je pense qu'en fait, en utilisant des moyens de transport alternatifs, comme la marche à pied, le Vélib qui est déjà développé à Rennes. Du coup, un peu réduire moins de voitures possibles et du coup, prendre plus les transports en commun. Mais c'est vrai que dans nos campagnes, c'est pas très pratique. Après, à Rennes, moi, je prends beaucoup les transports en commun, donc ça va. Et faire du covoiturage aussi, c'est bien. Comment améliorer la qualité de l'air ? Un extrême, supprimer toutes les voitures dans le centre-ville, en aménageant dans ce cas-là des zones de parking à l'extérieur pour que les gens puissent profiter de navettes pour arriver. Sans doute que les transports ont une grande responsabilité dans la pollution, donc il faudrait peut-être limiter la vitesse des transports, limiter les transports polluants et faire en sorte que les voitures électriques puissent circuler plus facilement et soient rechargeables plus facilement dans les villes. Voilà, alors vous l'aurez compris, pour vous, pollution de l'air rime surtout avec voiture et transport. Et donc, quand il s'agit de prendre des mesures, eh bien, c'est essentiellement à cela qu'on pense. Pierre Chasseret, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le délégué général de 40 millions d'automobilistes, qui se définit comme l'association des automobilistes raisonnables et responsables. Alors, c'est vrai qu'une partie des polluants que nous respirons sont émis par les transports. Selon l'Agence environnementale européenne, en France comme en Europe, eh bien, plus de la moitié des émissions d'oxyde d'azote proviennent du transport et environ 10% des particules fines. En Bretagne, selon Airbraze, eh bien, le transport est responsable de plus de 70% des émissions d'oxyde d'azote. Alors, ça paraît des chiffres encore élevés, et pourtant, depuis les années 90, il y a vraiment eu des progrès. Oui, c'est une évidence. Bien sûr que ça baisse, évidemment, encore heureux. Après, il faut regarder un petit peu quand on prend les oxydes d'azote. C'est une évidence, c'est un polluant qui est majoritairement émis par les diesels, par les motorisations diesel plutôt anciennes. Vous savez, si on pointe un seul polluant qui est émis par le chauffage au bois, par exemple, on va s'apercevoir qu'il est responsable de 80% des émissions de ce type de pollution. La difficulté, c'est d'essayer de trouver quelle est la part globale de pollution et la responsabilité de chacun. Moi, ce qui m'interroge et ce qui m'intrigue, c'est quand je regarde ce micro-trottoir, je vois les mêmes réponses. Oui, consensus, une seule source de pollution, la voiture. Et là, je me dis, mais comment on a fait pour mettre dans la tête des Français que la seule source de pollution, c'est la voiture? J'ai envie de dire un grand bravo politique pour ce chef-d'œuvre de communication et de propagande, parce qu'on en est loin. Mais c'est vrai aussi que la voiture, c'est facile. Je me dis que si demain un gouvernement avait dit on va mettre un radar sur les chauffages pour tous ceux qui décident de chauffer au-dessus de 16 degrés, ça passerait pas. On mettrait, si on obligeait tous les Français à mettre un filtre à particules au-dessus des cheminées pour limiter les émissions de particules fines, ça passerait pas. Tandis que la voiture, c'est facile. C'est politiquement correct de taper sur les voitures. Et c'est la seule source de pollution qui bouge et qui est visible. Ici, sur ce plateau, on pourrait pointer l'éclairage. Tout pollue, nos vêtements, tout a une source de pollution. On l'a dit, effectivement. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Pierre Chasseret, Gérard Borbon? On tape un peu trop sur la voiture, c'est trop facile? J'en sais rien. Moi, je parlais dans le visio, les gens qui sont au bord de la RN12,
Ils voient bien les voitures qui passent. Hein. Donc, il y a une ils savent bien que la responsabilité, source de pollution, les gens qui sont au bord des rocades, ils savent bien d'où vient la pollution. Il y a un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable qui vient de sortir et qui établit justement l'émission de gaz à effet de serre. La voiture reste à 28%. Alors une voiture, c'est polluant. Voilà. Alors que l'habitat, l'industrie, le tertiaire, l'agriculture même, bon, c'est fort, mais c'est autour de 20%. Sauf que la plus grosse source d'amélioration ces dernières années, c'est bel et bien sur les transports. Alors, il reste quand même des points noirs, puisque le 15 février dernier, la France a reçu un avis de la Commission européenne pour non-respect des normes de pollution de l'air au dioxyde d'azote, donc dans 19 zones du territoire. Le dioxyde d'azote qui est généré à 60%, voire même à 80% par les moteurs diesel, vous le disiez. La Bretagne, d'ailleurs, est l'une des régions où on trouve encore le plus de moteurs diesel. Mais il y a diesel et diesel, c'est ça aussi qu'il faut expliquer. On peut pas. J'ai tendance à dire qu'il y a deux façons. Il y a une façon de reconnaître quelqu'un qui fait de la politique avec un dossier et un expert. C'est quelqu'un qui vous dit le diesel. Déjà, il a rien compris. Parce qu'on ne peut pas mettre dans le même panier une technologie qui a 20 ans, qui est clairement dépassée. Il ne faut pas non plus les matraquer, ces pauvres gens qui ont acheté un véhicule. Ce n'est pas en leur empêchant de rouler ou en les taxant qu'ils vont s'en acheter un autre. Mais ce n'est plus du tout les mêmes technologies en termes d'émissions polluantes qu'aujourd'hui. Je pense que Airbreads le constate au quotidien dans ses études. Évidemment, et bien sûr, et fort heureusement, il y a eu des progrès dans l'industrie automobile. Fort heureusement. C'est-à-dire qu'il y a des polluants qu'on trouvait autrefois qu'on ne trouve plus aujourd'hui, par exemple, liés aux voitures. Prenez par exemple le plomb. Oui. C'était l'antidétonnant de l'essence traditionnelle. Vous aviez des émissions importantes dans les villes. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait été plombier dans sa vie. Quand il venait dans le centre de Rennes, il était pris de tremblement. C'était lié au saturnisme. Donc, on a banni le plomb. C'est remplacé par autre chose, pas toujours sympathique, mais ça, c'est clair. Mais tout de même, il ne faut pas caricaturer. Les véhicules automobiles ont une part non négligeable. J'ai ici des cartographies des émissions. Évidemment, vous ne l'avez pas, c'est dommage. D'oxyde d'azote. Elle dessine sur la Bretagne la carte des grands axes. Mais c'est normal. L'oxyde d'azote provient majoritairement est émis par les diesels, et notamment les diesels anciens. Donc ça paraît naturel. Même les modernes avec les filtres, les nouveaux filtres. Oui. Attention, pas Euro 6B. Euro 6B lutte justement contre les oxydes d'azote. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est de voir que la problématique oxyde d'azote qui avait été laissée de côté par les constructeurs, aujourd'hui est réglé, entre guillemets, attention. On peut leur faire confiance, on a vu le Dieselgate, on voit bien que parfois le débat est biaisé. Mais non, mais ça c'est grandiose. Ça c'est aussi encore un chef-d'œuvre, parce que vous savez, je faisais partie de la commission royale qui a analysé les émissions polluantes des véhicules. Volkswagen faisait partie des meilleurs. En fait, il ne faut pas se tromper entre les valeurs qu'on a eues dans les normes, dans les conditions d'homologation, et ce qui se passe en circulation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les émissions polluantes des véhicules en circulation. Absolument. Et en circulation, on s'aperçoit que chaque année, le parc qui arrive sur le marché est moins polluant qu'un véhicule équivalent de ce qu'il y avait avant. Alors c'est vrai qu'il y a plus de monde qui a des voitures maintenant, il y a un plus gros parc, mais en tout cas les progrès sont effectifs. Ceci étant, les particules issues de moteurs diesel ont été reconnues là aussi cancérogènes pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer en 2012. Donc là, il y a un impact. Nouveau diesel, ancien diesel, pareil. Pareil. Le diesel, là, on peut vraiment, c'est le singulier et c'est des particules qu'on arrive aussi à produire avec des moteurs et que après on utilise dans des études expérimentales pour voir justement quelles sont à l'origine des processus de cancérogènes. Non, je corrige une chose. C'est pas les particules fines émises par le diesel. C'est le diesel. C'est les particules fines qui sont émises notamment par les véhicules diesel. Mais les particules fines, vous en avez au-dessus des cheminées. On l'a dit. Voilà, tout à fait, des moteurs diesel. Non, mais je crois qu'il faut vraiment que l'industrie fasse des recherches dans d'autres domaines. Parce que le carboné nous pose quand même problème pour l'avenir. Et ça évolue, je suis tout à fait d'accord, mais ça évolue trop lentement. Et on peut faire des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas inverser comme ça d'un coup une industrie. Vous avez vu le prix d'un véhicule à hydrogène ? Il y a 100 000 euros. En Californie, il y a 80 stations qu'on a sortis à essence étaient inabordables aussi. Voilà, mais il y a un chiffre qui est intéressant. Il faut aller vers ça. Sur 10 ans, l'industrie automobile a divisé par 2 les émissions du parc automobile en particules fines. Sur 10 ans, c'est un progrès. Moi, j'aimerais que tous les secteurs de l'industrie en fassent de même. Tous les coûts baissent si on se met à développer les technologies. Vous êtes d'accord Ceci avec étant, moi ? si on
Première solution, effectivement, améliorer les moteurs, améliorer la technologie. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Certaines villes disent on interdit nos centres aux voitures, on met en place de la circulation alternée. Est-ce que c'est une bonne solution? Mais vous ne pouvez pas priver. Qui est-on? En fait, la vraie question à se poser, c'est qui est-on pour priver quelqu'un d'un moyen de circuler qu'il a acquis légalement? Il l'a pas acheté sous le manteau, sa voiture, hein, pas au marché noir. Et en plus, avec une aide de l'État parce que son véhicule était écologique. Le bonus écolo, c'était pour les véhicules diesel. Et aujourd'hui, on dit à ces mêmes automobilistes, vous n'aurez plus le droit de rentrer en ville. Mais pour quelle raison? Alors, sur les ZCR, les zones circulation réduite, mises en place effectivement à Paris avec des vignettes qui vont de 1 à 6 ou 1 à 7, je ne sais plus trop. Et Lyon est sur la même ligne. Ouais. Alors, effectivement, c'est pour les périodes de pollution, hein, de pic de pollution. Pas à Paris. À Paris, vous avez d'ores et déjà les véhicules d'avant 97 qui sont interdits. Et la volonté de la maire de Paris, c'est d'interdire toutes les motorisations diesel en 2020 et tous les véhicules thermiques d'avant 2011. Bien sûr, mais quand l'association Air Paris, notre correspondante, si vous voulez, effectue ces mesures, la densité de pollution dans la région parisienne est effectivement bien supérieure à ce que nous connaissons ici. Oui, on a dépassé Pékin, d'ailleurs. Monsieur Bourgeon. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que si on veut que les gens se privent de leur voiture, il faudrait leur donner les moyens de s'en passer. C'est ça. Alors, certaines communes font le transport en commun gratuit quand il y a des pics. C'est jamais gratuit, hein, le transport. Ils n'existent pas en gratuit. C'est la collectivité qui paye. Voilà. Transport en commun, voiture électrique, on en parlait, il y a des solutions, covoiturage. On sait que c'est la pollution diffuse qui est la plus dangereuse. Alors ça fait bondir certaines municipalités, mais il y a des municipalités qui ont mis la gratuité des transports en commun, qui l'ont mis. C'est le contribuable qui paye, effectivement. Mais pour la santé publique, il faut des services publics. Écoutez, moi, je dirais aussi... Je suis papa, j'ai 2 enfants. Alors au bout d'un moment, excusez-moi. Je suis papa, j'ai 2 enfants. Moi, je vais vous dire que je vois les problématiques des gens au quotidien. Et que notre discours de bienséance, de politiquement correct, il est bien beau sur un plateau, mais quand il ne répond pas à la réalité du quotidien, ça ne marche pas. Vous savez, moi, je ne parle pas français, je parle le pragmatique. Oui, c'est un autre langage. Que moi, je n'ai pas d'enfants, de petits-enfants. Mais je ne vous dis pas l'inverse. C'est un discours qui tient pas, je vous dis juste que dans certaines... Tout le monde n'habite pas le cœur de ville de Rennes. Il y a aussi des gens qui prennent leur voiture pour aller faire des courses, pour amener les packs d'eau, les packs de lait, qui ont besoin de leur véhicule, et ils ne nous entendent pas. Et la solution transport en commun ne leur convient pas. Et mettre en place des gouffres financiers sur des formules qui coûtent à la société, mais qui ne rapportent rien, eh bien, je préfère miser sur la recherche et développement et avoir des véhicules moins polluants. Mais peut-être parce que les transports en commun ne sont pas encore assez opérationnels aujourd'hui. Il n'y a pas une seule solution. C'est ça le problème. Il n'y a pas une seule solution. Dans ma commune, quand on a installé les transports en commun, eh bien, ce sont les enfants qui vont à l'école, qui vont dans les collèges avec le bus. Avant, c'était les parents qui les amenaient en voiture. Donc, je veux dire, à partir du moment où on fait cet effort, on a des résultats. Il y a autre chose rapidement que je voudrais dire. Je suis arrivé à Rennes, là j'ai vu les grands travaux et tout ça pour l'arrivée de la LGV. Et je me dis par exemple, sur les trajets en dehors des villes, on a mis beaucoup d'argent dans cette LGV, des milliards. Pendant ce temps-là, le réseau ferré, eh bien, il s'écroule. Il y a des arrêts sans arrêt, continuellement, on bloque les trains. Chez moi, entre Brest et Quimper, la ligne, mais c'est totalement effondré. Il fallait, dans certains endroits, aller au pas. Heureusement que les associations de riverains en particulier, et de personnes qui s'intéressent au transport ont réagi. Alors maintenant, on est en train de refaire la route, mais pendant tout le temps des travaux, il faudra prendre le ferroutage aussi, ça pourrait être une solution qu'on n'explore pas vraiment en France. Il faut faire évoluer les mentalités. Il faut faire évoluer les mentalités. La voiture, je suis parti d'une génération qui a commencé à connaître la voiture, c'est un formidable objet de liberté. Et on a pris l'habitude. Je crois qu'on peut regarder les choses de façon complémentaire. Bien sûr. On n'a pas trop l'habitude de prendre le transport en commun, pas suffisamment. On peut, dans un certain nombre de cas, les utiliser, tout en conservant, par ailleurs, la voiture pour d'autres pratiques. Je crois que ce n'est pas un contre l'autre. Il y a des complémentarités qu'on peut trouver. C'est ce mais que il faut je dis, faire évoluer le laisser le choix aux gens et leur donner le moyen
d'avoir le choix, justement. Je voulais juste qu'on revienne quand même sur une expérimentation qui a été menée à Rennes. Limiter la vitesse sur la rocade, par exemple. La vitesse a été ramenée de 90 à 70 sur le périphérique sud et puis à 90 sur le périphérique nord pendant un an. Au final, après un an d'expérimentation, la vitesse est désormais de 90 partout. Est-ce que ça a été bien utile, tout ça, ou pas? Est-ce que c'est une solution de limiter la vitesse? Je vais vous dire, il y a plusieurs combats qu'on mène à 40 millions d'automobilistes. Et ceux qu'on a gagnés, souvent, on les a gagnés par pragmatisme avec des gens qui pouvaient nous entendre. Et bizarrement, on les a toujours gagnés à Rennes. Que ça soit pour le fameux radar, il y a quelques années, qui était devenu un peu fou, ou pour la baisse des limitations de vitesse du périph', qui n'avait pas de sens, qui n'était pas acceptée, qui n'était pas comprise. Par contre, les radars vous flashaient bien à la bonne vitesse. Eh bien, ce type de mesure ne dessert totalement l'intérêt écologique. Je crois que tous les Français, moi, sont écolos, à la seule condition que ça ne les embête pas dans leur quotidien. Ce périph' qui a été ramené à 90, qui est maintenant plutôt accepté, moi je préfère une mesure acceptée de tous qu'une mesure rejetée où on n'y comprend rien. Vous n'êtes pas d'accord, Frédéric Végnat? Non, moi je ne suis pas d'accord sur la présentation, parce que nous avons expérimenté. Ce n'est pas nous qui avons fait le choix, nous on observe, on mesure, on donne des résultats. Mais c'est ça la réponse. Il a été choisi d'expérimenter pendant un an. On a fait une campagne de mesure à la vitesse de 90 sur le sud, 110 sur le nord, en période estivale. Ensuite, ça a été réduit pendant un an, 70, 90. On a mesuré également en période estivale. Météo France nous a trouvé 12 jours identiques. Comme ça, c'est parfaitement comparable. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien que sur le nord, de réduire de 110 à 90, ça a effectivement abaissé la pollution. Sur le sud, ça n'a rien fait gagner de réduire à 70, voire même certains jours peut-être un peu augmenter. Donc on est arrivé à une conclusion, c'est l'État qui l'a prise avec l'agglomération rennaise, de tout mettre à 90. C'est une solution de pragmatisme. Voilà. Oui, mais on a expérimenté. Est-ce que vous pourriez aller du côté de la mairie de Paris, s'il vous plaît, pour aller expliquer exactement la même chose? Ça nous arrangerait beaucoup. Voilà. Alors, je crois qu'il y a eu des expériences à Paris, et je sais que l'expérience rennaise est utilisée dans beaucoup de villes en France. Exactement. Et on a bien fait de la faire. Non, vous êtes dans une région pragmatique et ça fait Non, mais il faut mesurer, c'est très important. Bien sûr. Ouais. Alors, je voudrais, vous pouvez bien sûr rester avec nous, Pierre Chastrem. On parle voiture, on va parler un petit peu de transport maritime, parce que ça, c'est une problématique qui nous concerne aussi en Bretagne. C'est assez méconnu, mais le transport maritime serait responsable de 17 à 31% des émissions mondiales d'oxyde d'azote. Et selon France Nature Environnement, la pollution liée au transport maritime pourrait même être responsable de 60 000 morts par an en Europe. Qu'est-ce qui rend les bateaux, les cargos aussi polluants? Je voudrais juste vous dire une chose, parce que c'est la première fois que 40 millions d'automobilistes va citer France Nature Environnement, donc je le fais. Un paquebot à l'arrêt, c'est l'équivalent de 40 millions de voitures en circulation diesel. Accrochez-vous. 1 égale 40 millions. Donc, alors de temps à autre. 1 million. Non, c'est 40 millions. Non, c'est 1 million. 1 million, oui, 40 millions, c'est beaucoup. Et c'est déjà pas mal. Un bateau, 1 million de voitures, c'est pas mal. 1 million. Ça veut quand même dire que ce bateau-là, il pollue 1 million, l'équivalent d'1 million de voitures. Je me dis que de temps à autre, on pourrait peut-être laisser tranquille les pauvres automobilistes. Et parler des bateaux, justement. Qu'est-ce qui fait que c'est si polluant? Parce qu'ils utilisent des fioul lourds, qui ne sont pas des fioul raffinés. Et par conséquent, ils émettent tout un tas de saloperies en grosse quantité. Et ça consomme beaucoup, un bateau, évidemment. Une masse énorme à déplacer. Et lorsque vous amenez des bateaux de croisière dans des ports, alors ça peut être intéressant, mais quand vous amenez ça à Venise, mais c'est insensé, en plus des dégradations que ça va provoquer sur place. Les bateaux de croisière, mais les cargos également. Les cargos, sur Brest par exemple, nous avons mesuré que les oxydes d'azote sur la métropole, 9% proviennent du maritime. 9%, c'est pas négligeable quand même. C'est intéressant de le savoir. Ah oui. Par contre, on n'a pas fait de campagne de mesure parce qu'on n'a pas pu le faire sur des bateaux de pêche. On devait le faire, on n'a pas trouvé de bateau de pêche qui accepte de nous embarquer. Et on n'a pas l'incidence du rail d'Ouessant. C'est difficile à mesurer, effectivement. Et le rail d'Ouessant est suffisamment loin en mer pour qu'il nous amène des conséquences significatives, mais ça serait intéressant de faire des mesures aussi là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses, là, justement, au niveau du transport maritime? Ce serait quoi les solutions, d'après vous? Il faut aussi dire que la réglementation n'est pas
très approprié. Pas Hein. drastique Il y a du tout. souvent des vieux bateaux. Hein, C'est vrai. On en a eu quelques-uns. Oui, ben, vous avez eu des dégâts écologiques à la suite de ça. Donc, en plus de fuel lourd, il y a aussi que les moteurs ne sont pas performants. Et donc, la combustion est encore moins complète que l'eau faudrait. J'ai lu qu'on pourrait mettre des épurateurs, par exemple, à bord des navires, instaurer un bonus-malus dans les tarifs portuaires. C'est des solutions? Alors là, j'avoue que je ne suis pas du tout spécialiste du maritime. Oui. C'est vraiment un domaine particulier. En tout cas, on peut Ce que je trouver peux vous des dire, solutions. c'est quand vient le Charles de Gaulle, vous n'avez pas ça. Pour une bonne raison, c'est que c'est un nucléaire. Autant que sur une autre problématique, mais il n'est donc pas émetteur de pollution. polluant. C'est une autre problématique. Alors, les ports sont des zones vraiment spécifiques aussi. On parle par exemple de Brest. Moi, je sais que quand j'arrive au port de commerce, je sens une petite odeur de soja là. Et les riverains me disent que les vitres, il faut régulièrement les nettoyer parce qu'elles sont toutes grasses. Et je me dis que leurs poumons doivent être eux aussi un petit peu gras. Alors ça sont les vraquiers. On a fait déjà une campagne à Lorient, effectivement. Alors là, c'est plutôt les poussières. Hein. Oui. C'est pas les particules fines. Non. Mais bon, il peut y avoir également des conséquences. Enfin, évidemment, le problème des vraquiers, c'est que c'est aussi utile. On a besoin de recevoir un certain nombre de choses. Les conséquences sanitaires ont été appréciées par une étude qui a été financée par l'Europe, qui s'appelle Partimed, qui allait dans les ports de la Méditerranée. Et ils ont vu, par rapport à d'autres villes qui étaient à l'intérieur de terre, qu'il y avait des excès de mortalité. Alors, vraisemblablement aussi, les embruns plus la combustion jouent un rôle. Tout à l'heure, on avait quelqu'un parmi vos interviewés qui disait que quand c'est humide, elle allait moins bien. Voilà. Oui, ça joue également. Mais la mer est émettrice de particules. Oui. Nitrate d'ammonium en particulier, bien sûr. 2 minutes pour conclure. Le suivi de la qualité de l'air, c'est vrai qu'il est obligatoire depuis 1996 en France pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Chaque région doit élaborer un plan de qualité de l'air, mettre en place des actions. Est-ce que c'est suivi des faits? Est-ce que ça sert à quelque chose en 2 minutes? Monsieur Bordon, qu'en pensez-vous? Je ne crois pas beaucoup au plan, quoi. Quand on voit le Grenelle de l'environnement, ce que ça a donné. Bon, là, ici, le plan qui est élaboré pour la région, le premier terme, c'est évaluer la pollution par les phytosanitaires et leurs effets. J'attends de voir, quoi. Alors là, si un jour Airbrace est mandaté pour mesurer tous les pesticides dans l'air, et si on leur donne les crédits pour le faire aussi, parce que c'est ce que je voulais signaler. Ouais. Les crédits qui sont donnés à des associations qui sont absolument indispensables sont ridicules. Les chiffres que j'ai en tête, c'est 50 millions pour tout l'ensemble par an. Voilà. Alors, à comparer, en Bretagne, à comparer aux 2 milliards, aux 2 milliards qui sont donnés par les agences de l'eau, avec l'efficacité relative qu'on connaît, quoi. Alors, une chose qui est importante, c'est d'augmenter les moyens. C'est pour ça qu'on peut demander d'autres points de mesure. Je pense que vous avez 2 visions de l'écologie, en fait, pour résumer un petit peu. Il y a une vision un peu que je considère être un modèle assez passéiste, qui considère qu'il faut se passer des choses pour améliorer. Et je trouve ça triste. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'avenir, c'est mieux. Que par la recherche et développement, on va aboutir à des solutions qui sont meilleures. Regardez nos téléphones. Dans le premier iPhone, il y avait du mercure. C'était une catastrophe environnementale. Et aujourd'hui, l'iPhone s'est amélioré. Il a une empreinte écologique bien moindre et tout va mieux. C'est ce que disent les rapports du ministère de l'écologie d'ailleurs. La qualité de l'air n'a jamais cessé de s'améliorer depuis 1990. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je suis désolée, ce sera le mot de la fin. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci. Il est habile, hein. Il est habile. Merci à vous 4 d'y avoir participé. En tous les cas, tout de suite, place à l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine en direct de Pontivy pour parler vélo à l'occasion du Tour de Bretagne. En attendant, passez une excellente semaine.